Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats. Soudan, peut-on encore fermer les yeux? Faut-il parler d'impunité? Les exécutions, tortures, nettoyage ethnique et viols se poursuivent. C'est dans un silence assourdissant que ces atrocités se répètent donc dans ce pays africain. Le conflit déclenché il y a plus de 2 ans et demi a déjà fait 150 000 morts au moins, 13 millions de déplacés, 25 millions de personnes touchées par la famine. Avec nous pour en parler, Roland Marchal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes sociologue, chercheur au série de Sciences Po Paris. Id Medeb, bienvenue à vous également et bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisatrice du documentaire Soudan, souviens-toi. Je précise qu'il sera diffusé le 25 novembre prochain à l'Assemblée nationale. Les députés français pourront le voir. On va évoquer d'ailleurs l'action ou l'inaction de la communauté internationale dans ce conflit. Avec nous également, en direct du Soudan, Renaud Doucy. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes coordinateur terrain de Solidarité internationale. Vous êtes précisément dans la ville de Tawila qui abrite un camp de réfugiés. 500 000 personnes y ont trouvé refuge depuis la chute de la ville d'El Fasher. Renaud Doucy, la première question est simple. Quelle est la situation aujourd'hui même autour de vous? Qu'avez-vous vu ces dernières heures? Donc 500 000 personnes qui venaient de Zamzam et on s'était vu en avril. Et je vous avais dit la prochaine étape c'était évidemment El Fasher. Tout le monde le savait, 500 jours de siège. Et fin octobre, la ville d'El Fasher tombe et ce qu'on voit, c'est malheureusement trop peu de gens arrivés. Ça veut dire qu'ils sont coincés à El Fasher, ça veut dire qu'ils sont tués sur la route, ça veut dire qu'ils sont coincés sur les villages qu'ils traversent pour arriver jusqu'ici. Et on était avec plusieurs ONG aujourd'hui même, voilà, à Korma, donc vraiment un village entre les deux villes de Tawila et d'El Fasher. Et là, on voit 30 à 40 familles arriver dans des états malheureusement dramatique. Voilà. Il faut combien de jours pour arriver là où vous êtes quand on est citoyen d'El Fasher? C'est à 60-70 km? Ouais, j'ai rencontré une dame aujourd'hui, elle a fait 30 km en 12 jours. Voilà, donc je vous explique même pas ce qu'elle a dû vivre. C'est-à-dire qu'elle s'est cachée, elle est revenue, etc. Et elle a été finalement trouvée par des troupes, RSF ou affiliées, qui l'ont emmenée jusqu'à Korma. Là, ils sont rançonnés et ils sont sommés pour être libérés de se libérer de 500 000 SDG, ce qui fait à peu près 750 €, 750 $. Restez avec nous, Renaud Doucy, témoignage très fort. Roland Marchal, je me tourne vers vous. Les violences pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Selon le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI, il y a eu ce mot très important de Renaud Doucy qui était sur notre antenne au mois d'avril, qui disait « Attention El Fasher, le siège dure depuis des centaines de jours, ça va arriver ». C'était prévisible? Oui, depuis avril 2024, on savait bien que El Fasher représentait un enjeu stratégique, disons, pour le contrôle du Darfour, et que les forces de soutien rapide entendaient payer le prix qu'il fallait pour obtenir cette ville. En plus, il y a, disons, au-delà de prendre le contrôle de la plus importante ville du Darfour, de l'ancienne capitale du Darfour, quand il était encore unifié, il y a aussi le fait que cette ville joue un peu le rôle de capitale pour un groupe qui s'appelle les Agawa, qui est une minorité au Darfour, mais une minorité importante, et qui fournit l'essentiel des recrues des mouvements darfouriens qui se battent et qui se sont battus aux côtés de l'armée soudanaise. Donc il y avait beaucoup d'enjeux. Il était clair qu'on irait à la bataille et que les pertes seraient importantes des deux côtés, hein, il ne faut pas l'oublier. Et évidemment, là, on arrive à une victoire qui se traduit immédiatement par des règlements de compte d'ampleur. Donc on a au début pensé 400, 500 morts. Je crois qu'on est bien au-dessus. C'est pas à moi de donner des chiffres, mais disons que j'estime que bon, on est vraiment dans un ordre de grandeur qui est bien plus grand que ça. Id Medeb, vous avez tissé des liens très forts avec des Soudanaises et des Soudanais depuis plusieurs années maintenant. Avec quels mots décrivez-vous ce que vous voyez depuis maintenant des semaines, des mois et donc maintenant plus de 2 ans et demi? Je pense que c'est important de redonner un peu de contexte parce qu'on a l'impression qu'il y a des massacres, que ce sont des gens qui s'entretuent entre eux. C'est pas le cas. C'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre les civils. Et c'est aussi une guerre qui est menée en arrière-plan par les Émirats arabes unis. C'est une guerre coloniale, je pense que c'est important de le dire.
pour occuper le Darfour, pour mettre la main sur toutes les richesses qu'il y a au Darfour et notamment sur les terres. Les gens qu'on assassine sont souvent des paysans, des agriculteurs et ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on leur prend leurs terres. Et ensuite, c'est transformé dans des énormes fermes et tout ce qui est produit dans ces fermes est exporté vers les Émirats Arabes Unis. On sait qu'il y a des avions entiers d'armes qui arrivent des Émirats Arabes Unis et ces avions atterrissent dans les aéroports militaires au Darfour. Et c'est ce qui permet en fait à cette milice d'être de plus en plus puissante aujourd'hui. Cette milice, en même temps, elle a été créée par l'armée elle-même à l'époque d'Omar el-Béchir, déjà pour commencer les massacres qui ont eu lieu dès 2003. Et voilà, donc on est dans cette situation-là aujourd'hui. On peut arrêter ce qui se passe, c'est-à-dire que je pense que si la communauté internationale se mobilise et pour obliger tout le monde à se mettre autour de la table pour qu'on arrive à un accord de paix, pour qu'on arrête les massacres, c'est quelque chose qui est possible. Ouais. Et aussi mettre un embargo sur les armes qui sont vendues aux Émirats Arabes Unis. Alors en effet, Roland Marchal, les Émirats Arabes Unis sont accusés de fournir des armes souvent occidentales à ces paramilitaires FSR qui soutiennent le général Hemeti. Les Émirats Arabes Unis continuent de nier en bloc leur implication militaire. Qu'en est-il ? Écoutez, comme je suis un analyste, je regarde les deux côtés et il est évident que cette guerre n'est pas simplement une guerre entre Soudanais, qu'il y a une implication régionale très forte. Donc il est exact de citer le rôle des Émirats Arabes Unis du côté des forces de soutien rapide, mais il me semble absolument important dans le même temps de souligner que l'armée soudanaise a elle-même reçu des armes de l'Égypte et des armes et du personnel qualifié. Alors on les appellera pas mercenaires, mais du personnel qualifié d'Égypte, de Russie, d'Iran, de Turquie, parmi d'autres. Donc, mais si pourquoi, vous voulez, il a pourquoi alors parce que dans ce conflit se jouent différentes choses. L'une est l'avenir, ou en tous les cas la forme du régime politique qui devrait sortir de cette guerre. Ça, c'est ce qui intéresse évidemment les Soudanais au premier chef. Mais derrière ça, que Hemeti, principal pourvoyeur d'or de contrebande à destination de Dubaï. Un des frères de Mohamed Ben Zayed est un principal actionnaire d'une compagnie émirati qui fait du commerce d'or avec l'armée soudanaise. Donc tout ça, c'est bien. Enfin, je veux dire, on essaye de susciter un intérêt, on fait ce qu'on peut. On utilise des arguments qui sont quelquefois un peu, disons, schématiques. Je crois que le problème est que vous êtes face à une guerre, vous êtes face à un système régional qui pousse à la guerre jusqu'à présent. Peut-être les choses sont-elles en train de changer, peut-être à cause de l'ampleur des massacres autour d'El Facher et des pressions internationales. Mais si vous voulez, il faut se garder dans un conflit comme ça, de penser que finalement, si les Émirats arrêtaient, tout serait réglé. Rien ne serait réglé. Rien n'a été réglé. Mesdames ne disaient pas ça. Mais oui, non, mais je le précise parce que beaucoup de gens pensent que, bon, en faisant des Émirats et qui ont une énorme responsabilité, il ne s'agit absolument pas de la nier. Si vous voulez, celui qui pousse à la prolongation de la guerre, on oublie que le Darfour n'a pas été stabilisé depuis 2005, alors qu'il n'y avait que l'armée et les forces de soutien qui travaillaient comme milice pour l'armée. Renaud Doucy, d'abord peut-être un mot où on imagine que humainement, on va bien entendu avec vous évoquer les besoins qui sont immenses, les besoins urgents pour les civils que vous aidez, chaque jour que vous essayez d'aider, mais vous avez acquiescé tout à l'heure à ce que disait Medeb. Est-ce que les Soudanaises et les Soudanais vous parlent justement de cette guerre, appelons-la comme ça, par procuration, que se livrent ces puissances régionales ? Non, je reviens sur ce qui a été dit là par vos deux invités ce soir. C'est effectivement une guerre brutale qui vise et qui utilise les civils de façon plus que cynique. Monsieur Marchal travaille sur les causes, nous on voit les conséquences sur le terrain. Cynique parce qu'on entend des cessez-le-feu humanitaires, on entend des mots comme corridor humanitaire. Tout ça, il parlait de pression de la communauté internationale. Je peux vous dire que depuis le terrain, la pression, on la cherche toujours. Voilà. Les Nations Unies, les États ne font, pour ainsi dire, rien. En tout cas, c'est pas du tout efficace. Et malheureusement, les deux camps se renvoient la balle. Moi, je suis à Taouila, donc je vois ce que fait RSF à El Facher. J'ai mes collègues qui sont à RSF. On est en contact avec des gens à El Facher, pardon. Leurs familles.
leurs amis, enfin ce qu'on voit, ce qu'on entend, les besoins auxquels on répond. Alors justement, quels sont-ils les besoins? Les besoins, on imagine bien entendu que tout manque, on imagine l'eau, la nourriture, les médicaments également. Quelle est la situation précise? Voilà, comme toute zone de front, ou en tout cas zone de refuge, puisqu'on parle de Taouila, boire, manger, s'abriter restent les besoins les plus vitaux, et malheureusement, nous n'avons pas non plus les fonds pour répondre aux besoins de tout le monde. On répond à hauteur de 30% des besoins vitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, au lieu de boire 7 litres d'eau par jour pour répondre à leurs besoins d'urgence sous cette chaleur, c'est un litre et demi. Donc vous imaginez les conditions dans lesquelles ils vivent. Tout le monde n'a pas une simple bâche pour s'abriter. Et puis après, sur la route, on appelle ça des besoins de protection. Alors c'est un terme humanitaire voilà, qui est ce qu'il est. Mais en vrai, les gens, ils ont besoin d'un corridor humanitaire où ils puissent fuir El Fasher, ils puissent en tout cas aller là où ils le veulent, là où ils se sentent en sécurité. Et aujourd'hui, ils sont encore une fois utilisés sur cette route de la façon la plus brutale qui soit. Ouais. Alors aujourd'hui, la Commission des droits de l'homme du Parlement européen s'est penchée sur la situation au Soudan avec une question: que peut faire l'Europe pour stopper les massacres et pour stopper cette guerre? Écoutez le député écologiste européen Mounir Satouri qui présidait les débats. Il faut que la guerre cesse, que l'aide humanitaire arrive, que la justice passe par le Soudan, que la Cour pénale internationale, et c'est un nouveau exemple qu'il faut la protéger, puisse poursuivre les responsables de conflits. On a entendu une demande, que le FSR soit déclaré organisation terroriste. J'aimerais que cette piste soit explorée. Et puis, si jamais on finit par déclarer FSR comme organisation terroriste, il va falloir aller chercher la responsabilité de nos alliés, parfois partenaires économiques ou alliés stratégiques, qui coopèrent, qui financent, qui arment le FSR. Et parfois, c'est nos armes européennes et françaises qui arrivent et qui massacrent des individus. Il y a des armes européennes au Soudan. Bien sûr qu'il y a des armes européennes, bien sûr qu'il y a des armes françaises. Moi, depuis longtemps, je dis que les armes, ce n'est pas un commerce comme les autres, ce n'est pas un matériel comme les autres. Et donc, il faut aussi aller chercher notre responsabilité à travers les armes qui tuent des civils sur place. Voilà, une réaction. Alors là, ce sont bien entendu des mots, des paroles, mais il y a urgence. Oui, il y a urgence, mais j'aimerais quand même qu'on parle de l'histoire du Soudan, qu'on revienne un peu sur la raison de cette guerre. L'origine, le point de départ de cette guerre, c'est les 4 ans de révolution, les 4 ans pendant lesquels les Soudanais se sont battus pour avoir une démocratie et pour pouvoir récupérer leur pays qui leur est confisqué depuis tellement d'années. Ce que vous captez dans votre documentaire, Souviens-toi. C'est la bataille pour les ressources. Donc effectivement, les pays voisins sont impliqués et on empêche les Soudanais de vivre en paix dans leur pays et de profiter de leurs ressources. Les Soudanaises, la révolution a été portée par des femmes, notamment avec ces chants, parfois ancestraux, qui surgissaient. Oui, et on a trop peu vu d'images de cette révolution, on en a trop peu parlé. Il y avait cette femme, Ala Salah, son image avait fait le tour du monde quand même pendant la révolution. Elle montait sur le toit d'une voiture et justement, elle disait un poème très beau où elle disait « On nous tue au nom de la religion, on nous emprisonne au nom de la religion, mais la religion n'y est pour rien. La religion dit « Combattez les tyrans pour la liberté ». Et elle a écrit un très beau livre avec un journaliste français, Ala Salah, L'appel de la liberté, qui est publié ici en France, qu'on pourrait aller relire aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on mette des visages en fait sur cette société civile soudanaise qui est complètement détruite par cette guerre aujourd'hui. Et c'est l'objectif de cette guerre, c'est de détruire cette société civile, de faire qu'il n'y ait plus jamais de partis politiques, de syndicats, toute cette conscience politique et qui n'est pas née en 2019, parce qu'en fait les Soudanais ont déjà renversé 2 dictateurs avant Omar el-Béchir, Aboud en 64, Nimeri en 1985. Il y a eu des périodes de démocratie au Soudan entre 64 et 69, entre 85 et 89. Il faut le dire parce qu'on a juste l'impression que c'est un conflit africain de plus avec des gens qui s'entretuent, alors que la réalité... C'est prolongement de cette révolution, ce à quoi on assiste là. Parce que cette révolution, elle demandait des comptes à ceux qui les dirigent. Et c'est ceux qui déjà dirigeaient le Soudan à l'époque qui sont en train de faire cette guerre, parce que le chaos permet de piller les ressources du pays sans que personne ne puisse demander des comptes, puisque la société civile est à terre. Enfin, cette guerre, elle est à la fois le produit d'une transition civile qui a été brouillonne. Hein. Il faut aussi, enfin, je suis un analyste, donc il faut quand même voir que les forces civiles n'ont pas été aussi bonnes qu'on pouvait l'escompter, en dépit de tout le lyrisme des chansons. Après 30 ans de dictature. Oui, exactement. Je crois que c'est un très bon argument et qu'il faut le prendre, mais ça n'excuse pas
tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe depuis le octobre 2021, puisqu'il y a eu le coup d'État en octobre 2021. D'une part, il y a ça. D'autre part, vous avez le conflit au Darfour qui n'a jamais été réglé, en dépit de toutes les promesses faites dans les années 2000, notamment par les diplomaties occidentales, sur le fait que jamais plus on allait enfin régler les problèmes. Parce que les problèmes du Darfour, ils sont toujours là. Et disons, dans les affrontements que vous voyez, c'est pas simplement des vieux comptes qu'on règle, c'est aussi une lutte pour le sol, une lutte pour se débarrasser d'un certain nombre d'autorités traditionnelles qui avaient des monopoles de pouvoir. Bon, il ne s'agit pas ici... Moi, je considère qu'il faut revenir au conflit et que si on veut une résolution de la crise au Soudan, il faudra parler de l'environnement régional, il faudra parler des raisons qui ont poussé au coup d'État et aider à la recomposition de forces politiques civiles et pas militaires, que ce soit les forces armées ou les RSF. Et puis, il faudra aussi s'atteler à toute une série de conflits. Le Darfour est celui dont on parle le plus, mais il y a des conflits au sud Kordofan, il y a des conflits au Nil Bleu dont personne ne D'ailleurs, semble... le Kordofan, c'est la prochaine cible des Le nord Kordofan, le sud Kordofan est quand même plutôt des centaines de kilomètres de là. Et donc, d'une certaine façon, il faut... Il nous reste une minute. Moi, j'ai quand même une question. Pourquoi est-ce qu'on parle de conflit? Il s'agit de massacre de la population civile pour obtenir des terres. La question, elle est géopolitique. On ne peut pas nier qu'il y a deux généraux qui s'affrontent, effectivement. Il y a deux généraux qui s'affrontent, mais en l'occurrence, il y a une population qui est massacrée. Ce n'est pas deux armées face à face. On a bien compris, évidemment. Le dernier mot sera pour vous, Renaud Doucy. Au mois d'avril, vous nous parliez d'urgence face à l'épidémie de choléra. Les épidémies, c'est ce que vous redoutez aujourd'hui, notamment à Taouila? Non, très honnêtement, on est en saison sèche, c'est pas le moment des épidémies. On a traversé une épidémie de choléra qui a été mortelle pour des milliers de personnes. Là, ce qu'on redoute, c'est les tueries sur les routes. C'est le fait de ne pas avoir accès nous-mêmes à El Fasher, c'est le fait que les gens n'aient pas accès à l'aide humanitaire, ce qui est quand même le minimum vital dans ces conditions. Les gens sont entravés dans leur liberté de mouvement, dans leurs droits de l'homme, dans leur intégrité physique, dans leur dignité. Et ce qu'on demande, nous, c'est qu'ils aient accès à un service humanitaire, aussi minime soit-il, et que nous, on ait accès à El Fasher, et on pousse et on fait pression dans ce sens. Il y a Tom Fletcher qui arrive, qui est le numéro 2 des affaires humanitaires des Nations Unies, qui vient ici. Donc on l'attend de pied ferme et on va aller avec lui jusqu'à Korma, jusqu'à Garné et jusqu'à El Fasher, j'espère. Merci beaucoup à vous qui êtes sur place donc face à toutes ces horreurs qu'on décrit. Et évidemment, Inmedeb, Renaud Doucy le disait, vous avez totalement raison, lorsqu'on tue des civils sur une route, on ne peut pas effectivement appeler ça un conflit, mais il y a effectivement ces hommes en armes qui s'en prennent aux civils. Merci beaucoup, Inmedeb. Merci Roland Marchal et merci Renaud Doucy d'avoir été avec nous en direct de Taouila, donc à 60-70 km donc, de cette ville d'El Fasher qui est tombée après donc, des mois, pour ne pas dire des années de siège.